Bienvenue dans les coulisses du voyage, le podcast pour voyager avec sens et bon sens. Je suis Laura du blog de voyage Les Globe Blogueurs. Toi aussi tu as envie de voyager de manière plus responsable, d'organiser tes escapades facilement et dénicher des initiatives originales? Si la réponse est oui, alors tu es au bon endroit. Chacun de mes épisodes est un concentré de bonnes astuces pour t'aider à planifier tes prochains voyages durables. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode qui va parler du patrimoine rural et de sa valorisation par les outils numériques. Donc c'est un sujet très spécifique mais que j'avais envie d'aborder depuis pas mal de temps à vrai dire. Et pour cela j'ai invité Léa et Azélie pour nous en parler parce qu'elles sont beaucoup plus calées sur le sujet que moi. Et ce sont des sujets qu'elles développent notamment dans leur podcast Paroles de patrimoine. Dans cet épisode, on a beaucoup papoté autour de l'intérêt de découvrir le patrimoine rural, des clichés qu'il pouvait y avoir autour de ces découvertes, et aussi on a décortiqué pas mal d'exemples de bonne utilisation du numérique, que ce soit pour visiter des édifices, des musées, des lieux, etc. Donc sans plus tarder, je les accueille à mon micro pour démarrer cette conversation autour de ce sujet passionnant. Salut Léa, salut Azélie, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ? Ça va très bien. Bonjour Laura d'ailleurs. Bonjour Laura, merci beaucoup de nous avoir invités. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce que j'ai pas encore parlé de votre podcast Paroles de patrimoine, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu et nous parler aussi de votre podcast qui peut être une ressource très intéressante pour les auditeuristes qui nous écoutent ? Du coup, je vais commencer par me présenter moi et après Azélie, elle se présentera. Du coup, moi, c'est Léa. On a lancé notre podcast en même temps que nos études. Donc, moi, j'ai fait une licence à l'école d'architecture et après un master en développement territorial. Et c'est là où j'ai rencontré Azélie. Et pour faire simple, on avait du temps de projet à côté de nos études et on s'est rencontrés un peu comme une évidence. Et on s'est dit qu'on allait faire un podcast pour parler du patrimoine un petit peu autrement et un peu casser les codes. Oui, tout à fait. Moi, donc, c'est Azélie. J'ai fait un master de philosophie avant d'aller dans le master avec Léa. Donc, ce master-là, gestion des territoires et développement local, où notre spécialité a été plutôt les territoires ruraux. Et on a fait des stages dans le milieu du patrimoine et des territoires ruraux. Et c'est comme ça que nous vient l'envie de partager le patrimoine rural et toujours dans une dynamisme de slow tourisme. Ok, donc je pense qu'on se rejoint quand même pas mal. Enfin, c'est pas je pense, c'est je le sais, parce que je vous écoute et puis on se suit déjà depuis un petit moment sur les réseaux. Alors, j'aimerais faire un petit clin d'œil à votre podcast, puisque vous commencez toujours à poser cette question aux invités, donc je vais vous la poser. Qu'est-ce que pour vous le patrimoine ? Du coup, moi, je vais commencer par ma petite définition et puis Azélie va faire la sienne parce que, comme on peut l'entendre, effectivement, tu l'as bien dit, dans tous nos épisodes, on pose cette question et l'idée, c'est qu'en fait, on en a chacune qui est propre à nous. Pour moi, le patrimoine, c'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui est présent à un instant T et qui est là du passé, plus ou moins lointain, et qu'on transmet aussi plus ou moins longuement dans le futur. Mais c'est surtout un lieu qu'on peut découvrir pour soit visuellement comprendre un territoire. Plus on creuse dans cette question-là, plus on va découvrir des choses hyper intéressantes. Et pas seulement du point de vue historique, c'est ça qui est important, c'est que le patrimoine, c'est pas que de la culture historique, c'est aussi du paysage, la faune et la flore, comprendre vraiment le monde qui nous entoure en fait de manière générale. Pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose c'est un héritage. Voilà, on sait que le patrimoine, en anglais, c'est heritage, et c'est pas pour rien. Et donc moi, j'aime bien définir le patrimoine comme quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mais effectivement, c'est pas que des châteaux. On a l'habitude de dire que le patrimoine, c'est pas que des châteaux. Ça peut être tout à fait un savoir-faire. Ça peut être un paysage qu'on essaye de préserver. Donc voilà, le patrimoine, c'est ça pour nous. Vous parlez beaucoup du patrimoine et surtout du patrimoine en milieu rural. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ça vous tient tant à cœur de valoriser le patrimoine rural et qu'est-ce que ça peut apporter aux voyageurs ?
J'ai grandi dans une ferme en Creuse et cette ferme-là, j'en hérite et j'y suis toujours et j'ai des petits moutons et pour moi ça c'est mon patrimoine et ça fait partie du patrimoine rural, tous ces éléments-là, que ce soit le savoir-faire pour l'élevage des troupeaux, que ce soit les belles granges et tout ça en fait ça fait partie de nos traditions et de notre culture française parce que le patrimoine, donc on pense au château, mais il y a aussi tout ce petit patrimoine, le patrimoine vernaculaire, qui est très important à valoriser parce que les générations qui étaient avant nous, ils ont eu l'habitude, par exemple, de raser certains éléments du patrimoine rural. Et c'est dommage de le perdre parce que ça fait partie de notre héritage. Et cette attache aux territoires ruraux, c'est aussi parce qu'ils sont souvent peu connus, mal connus, et on a une image un peu négative de la ruralité. Et du coup, nous, l'idée, c'est vraiment de casser ces codes-là et de redonner un peu une dynamique à ces territoires qui sont un petit peu aujourd'hui marginalisés, même si c'est en train de tendre vers une nouvelle dynamique. Moi qui fais beaucoup de voyages dans des lieux un peu méconnus en France, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, hein, je ne vais pas mentir, qu'il y a aussi des lieux culturels, des musées ou des espaces de patrimoine qui sont très bien mis en avant et qu'on ne s'attendrait pas à trouver des fois dans des tout petits villages et qui sont d'une qualité égale à ce qu'on pourrait trouver dans une grande ville. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Totalement, et puis même souvent, c'est nous, on n'en a pas conscience en tant que touristes ou qu'habitants, mais souvent les communes même n'ont pas conscience de la richesse du patrimoine qu'ils ont sur leur territoire et du potentiel que ça peut avoir historiquement, mais aussi sur l'intérêt que nous, en tant que touristes, on pourrait porter comme regard dessus. Ce qui est mis en place dans certaines communes, c'est les écomusées. Après, on a découvert récemment qu'il n'y en avait pas que dans les territoires ruraux, mais aussi dans les territoires urbains. En fait, les écomusées, on va les retrouver dans des territoires pour parler justement de ces traditions. Par exemple, en Bresse, c'est la ferme du Chambressan, qui est un petit écomusée, tout petit, dans un tout petit village perdu. Et en fait, ils ont énormément bien valorisé le patrimoine de la commune et ils s'en sont servis pour vraiment exprimer des traditions, des cultures, mais aussi de la manière dont on vivait à l'époque. Et là, ils mêlent vraiment le patrimoine bâti, le patrimoine qui est étalé sur toute la commune, et les traditions culinaires, les jeux anciens, les calèches. Alors, si je voulais aussi vous avoir à mon micro, c'était aussi pour parler, en plus du patrimoine rural, de la question du numérique dans ce patrimoine rural, c'est-à-dire comment le numérique peut faire évoluer les pratiques muséales, les visites de patrimoine, et particulièrement dans le monde rural, pour justement appâter le chaland, si je puis dire, Oui. donner encore plus envie aux gens de venir. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire quels sont les différents usages numériques qu'on peut retrouver quand on visite un musée ou quand on visite, je sais pas, un lieu de patrimoine? Mais de manière générale, le numérique est lié au patrimoine de manière, sous plusieurs axes. Déjà, on pense naturellement au patrimoine, enfin au numérique pour, comme élément de médiation. Donc là, on va avoir des tablettes tactiles, on va avoir des audioguides, on va avoir des applications aussi directement sur les smartphones des visiteurs pour découvrir un musée ou un territoire. On peut avoir des casques immersifs au niveau du son, avec le son binaural, ça s'appelle. C'est des enregistrements qui sont à 360 autour de nous et qui nous permettent, en fait, rien qu'avec un casque sur les oreilles, d'être complètement immergé dans une histoire, dans un environnement complètement reconstruit, souvent de l'époque. Il y a un très bel exemple au château de Vaux-le-Vicomte. Et aussi, souvent, ce qu'on ne voit pas, c'est le numérique pour tout ce qui est derrière, entre guillemets. Donc, pas ce qu'on voit en tant que visiteur une fois sur place, mais ce qu'on peut voir en amont. Par exemple, il y a énormément de banques, de bibliothèques du patrimoine en ligne, où là, on va avoir des ressources, on va avoir des éléments en 3D, on va avoir des photographies, des documents d'époque ou même des œuvres d'art. Et là, ça va permettre à distance d'avoir accès à un certain rapport au patrimoine, à une certaine culture, parce qu'on ne peut pas, par exemple, se déplacer dans un musée ou dans un espace directement sur place, mais aussi pour préparer des choses en amont. Donc ça, il y a vraiment une passerelle entre ce qu'on trouve sur place et ce qu'on peut trouver en fait directement depuis chez nous. Ça s'est énormément développé avec le Covid aussi. On a eu toutes les visites de musées virtuels, donc avec la réalité virtuelle et augmentée.
Donc la réalité virtuelle, c'est quand on construit un environnement qui est 100% digital, on n'a pas de rapport concret. Et la réalité augmentée, pour faire simple, on va être dans un espace qui est réel, matériel, et par-dessus, on va ajouter une couche de virtuel. Donc par exemple, à Paris, il y a un musée sur la guerre de 39-45, où là on est dans les souterrains de Paris et on retrouve toute cette ambiance de la résistance. Et là, donc on est physiquement dans cet environnement de blocos un peu, et virtuellement avec un casque virtuel, donc des lunettes, on suit un hologramme qui nous emmène dans toutes les scénettes de l'époque et on retrouve toute l'agitation virtuelle en fait de cette époque-là, tout en étant réellement dans un lieu chargé d'histoire. J'ai un autre exemple de réalité augmentée que j'avais trouvé assez chouette, c'est au château de Blois. Donc là, ça se fait à partir d'une tablette interactive qui permet déjà de visiter le château. Et en fait, à certains endroits, dans certaines pièces, au travers de la tablette, on peut voir comment était cette pièce-là à telle ou telle époque, ou avec du mobilier qui n'existe plus, par exemple. Et je trouve que c'est hyper intéressant de pouvoir voir ce qui n'existe plus, mais tout en gardant un lien avec ce qui existe encore. Parce que le numérique, je trouve que parfois, il peut être utilisé sans trop de rapport avec le réel ou les objets ou l'œuvre qu'on a en face de soi. Et dans ces cas-là, je trouve que c'est un petit peu dommage et que ça sert pas forcément la visite. Oui, non, mais totalement. Après, c'est vrai que le numérique, il a une vraie fonction presque de... Il vient augmenter le réel, mais il vient pas le remplacer. Et c'est vrai que ça, souvent, ça peut être oublié dans les mises en place et où on vient faire du numérique pour faire du numérique parce que c'est la tendance actuelle. Mais il y a plein de choses à relier, à penser. Et des fois, c'est pas forcément même la solution de faire du numérique. Alors justement, pour vous, ça serait quoi à la fois les avantages d'utiliser le numérique dans les visites de patrimoine et quels seraient les inconvénients? C'est une bonne question. Vous avez L'avantage... 3 heures. Vous avez 3 heures. L'avantage, mais Léa en a parlé un peu, l'avantage c'est de Mmh. pouvoir compléter l'existant. Tu l'as dit aussi très bien, c'est que le numérique déjà c'est un truc qui peut être un peu ludique parce que on sait que bon, les enfants quand on les emmène au musée ils sont pas forcément trop chauds. Faire des visites et tout ça peut être un peu barbant dans le sens où moi je sais j'ai connu en étant petite de devoir écouter des guides qui déblatèrent sur une salle d'un château où tu comprends pas forcément trop et t'es pas trop dedans. Et c'est vrai que ça, le numérique, ça peut être quelque chose de très ludique et de complémentaire à ce que tu vois. Ça peut être un moyen de médiation aussi pour les personnes handicapées, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est très possible de prévoir ça dans le sens où on va avoir une personne qui a une déficience mentale ou une déficience visuelle, et ben on peut amener avec ces outils numériques, amener le patrimoine qu'on est en train de présenter dans son monde et lui faire découvrir aussi autrement par ces moyens numériques qu'on n'aurait pas forcément pensé. Les limites, bah, vous venez toutes les deux de l'aborder, c'est essayer de pas trop en faire non plus parce qu'il y a forcément des endroits où on voit pas trop le principe, on comprend pas trop pourquoi c'est là. Effectivement, c'est un peu à la mode, entre guillemets, d'amener le numérique dans le patrimoine, mais si c'est pas justifié, ça peut être une des principales limites. Oui, et ça peut perdre du coup l'intérêt et le visiteur, c'est une perte d'argent. Et en limite, moi ce que je pourrais ajouter aussi, c'est l'appropriation des dispositifs par les publics. Ça peut faciliter pour les enfants, effectivement, la compréhension des lieux. Pour les Même personnes pour en les situation... adultes, hein. Même pour les Oui, adultes, tout à fait. complètement. Oui, oui, On est oui. des grands enfants. On reste aussi des grands enfants et c'est vrai qu'on aime bien avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Le numérique a plein de possibilités, mais c'est vrai que même pour les personnes en situation de handicap, comme l'a dit Azélie, mais des fois on ne sait pas forcément l'utiliser. Les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas l'habitude, ou tout type de personnes, même nous quand on a l'habitude d'un dispositif, parfois on peut être dépassé par le processus ou pas comprendre, et ça peut créer des frustrations et on peut complètement passer à côté de l'expérience de visite parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne ou qu'on ne nous a pas assez expliqué. Donc la médiation du dispositif est hyper importante à mettre en place dans les musées.
Et aussi, il y a la question de l'empreinte carbone, vaste sujet, mais le numérique, c'est pas parce qu'on ne voit pas sa pollution qu'elle n'existe pas. Je sais pas ce que t'en penses, toi, de ton côté. Je suis d'accord avec vous sur le fait de l'accessibilité. Il faut que ça reste simple. Si on a un casque, un truc, un machin, des fois des fois on a 15 000 trucs dans les bras aussi. Ouais. On sait plus où donner de la tête. Voilà, il faut que ça reste quand même assez simple et que ça serve aussi le propos, quoi. Moi, je pense, il y a pas très longtemps, j'ai visité, alors c'est assez récent, le musée Argilhomme à Saint-Jean-de-Fosse dans l'Hérault. Et en fait, déjà, j'étais hyper surprise de voir un tel musée dans un tout petit village, parce que c'est vraiment un tout petit village. En fait, c'est un musée qui est dédié autour de l'argile, du travail de la poterie, puisque c'était un village où il y avait beaucoup de potiers auparavant, puis maintenant ils sont venus aussi se réinstaller. À la fois, c'est un musée classique avec une partie vraiment exposition, etc. Mais c'est entrecoupé à la fois de jeux manuels, on va dire, mais qui sont très clairs et qui permettent de comprendre des choses qu'on n'aurait pas compris en lisant par exemple un panneau. Et il y a aussi pas mal de théâtre optique, donc c'est comme des sortes de petits hologrammes dans des boîtes et qui racontent en fait différents aspects de l'histoire en fait, de la poterie, etc. Et je trouve ça aussi chouette parce que c'est des sujets sur lesquels on s'attarderait pas forcément à l'écrit, parce qu'on se dirait bon, c'est pas très très important. Et là, le fait que ce soit du théâtre optique, bah, ça capte l'attention et ça permet en fait de s'intéresser peut-être à des sujets un peu plus pointus qu'on aurait laissé de côté lors de la visite. Donc quand c'est amené pile sur des points comme ça, je trouve que c'est assez ingénieux. C'est vrai que le numérique, il est très utilisé quand c'est un musée ou quand c'est quelque chose de bâti. Et c'est vrai qu'il a aussi une vraie force pour le patrimoine sous d'autres formes. Et du coup, en l'occurrence, là, pour le savoir-faire des potiers, c'est hyper chouette. Bah, j'ai un autre exemple, alors là c'était en Grèce, hein, rien à voir, mais très récent aussi. Alors, c'était un musée sur les icônes byzantines, donc des fresques en fait peintes sur du bois dans les églises byzantines en Grèce, donc c'est très très spécifique hein, comme musée. Et en fait, il y a une partie numérique, il y avait tout un ensemble de vidéos à un moment donné dans le parcours où on voyait quelqu'un refaire en fait tous les gestes qui permettaient d'aboutir à ce type de peinture où il y a des dorures, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, si on n'avait pas une vidéo qui expliquait, on pouvait pas du tout se rendre compte exactement de tout le processus en fait. Parce qu'en fait, c'est pas juste peint directement sur le bois, il y a plein d'étapes qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Est-ce que vous auriez des exemples de lieux comme ça, de patrimoine, où le numérique est particulièrement bien amené, de manière à dépoussiérer un petit peu l'image qu'on pourrait avoir des visites qu'on peut faire dans le milieu rural? C'est vrai que là, on pense à des dispositifs en particulier dans des endroits précis. Mais il existe aussi des dispositifs qui sont des applications et qui sont, par exemple, pour toute la France entière. Pour donner un exemple très concret, j'ai élaboré des circuits du patrimoine, donc en Creuse, de mon dernier stage à Creuse Confluence Tourisme. Et donc, dans ces circuits du patrimoine, on pouvait retrouver donc des lavoirs, des croix, des églises, des fours à pain, voilà, des lieux du petit patrimoine. Et pour appuyer ces circuits, qui sont accessibles en format papier, avec une carte au recto et les explications en verso, il y a donc un dispositif d'une application qui s'appelle WeVisit, où on peut recenser justement ce circuit avec la carte et les explications, et où ces explications sont à la fois écrites, mais on peut aussi enregistrer sa voix, toujours dans un souci d'inclusivité et d'accessibilité. Et donc, par exemple, WeVisit propose des circuits pour permettre de découvrir aux petits et aux grands les différents endroits des petits patrimoines et dans toute la France. Et puis aussi, on a un autre dispositif qu'on aime bien, c'est Enou. Enou, ça recense à la manière un peu d'un Google Maps les différents points en France qu'on peut avoir. Mais alors du coup, c'est un dispositif qui est différent dans le sens où cette application va nous donner des points sur une carte précise pour pouvoir aller les visiter. Donc ça va pas forcément nous donner les explications sur cet endroit, mais par contre ça va nous donner des idées sorties, des idées pour aller visiter les différents patrimoines qui sont autour de nous.
Et du coup, ce qui est chouette aussi avec ce dispositif-là, c'est qu'on peut aussi ajouter nous-mêmes nos spots de découverte. Et du coup, là, on rentre vraiment avec ces deux dispositifs-là dans ce que le numérique peut faire, en fait, simplement pour découvrir ce qui est à côté de chez soi. Donc là, on rentre un peu dans le slow tourisme aussi. Du coup, quand on est en milieu rural, on a aussi tous les spots paysagers, tous les points de vue, tout le petit patrimoine qu'on peut référencer sur ces dispositifs-là. Et ça complète en fait très bien les offices de tourisme physiques, les guides papier dont Azélie parlait. On va dire, ce qui compte, c'est aussi la promotion. En fait, les dispositifs, c'est bien d'en avoir, mais si les gens ne le connaissent pas, ils vont pas pouvoir se les approprier. Et c'est peut-être ça qui est compliqué dans les milieux ruraux ou avec des dispositifs qui sont pas ancrés à un point donné. Je pense à Terra Aventura, qui est très cool, sur toute la Nouvelle-Aquitaine, qui permet de... C'est le même principe que WeVisit. C'est des circuits de patrimoine dans les petits territoires plus ou moins grands. Et en fait, le petit plus, c'est qu'il y a une partie un petit peu fun, où on va devoir répondre à des énigmes au fur et à mesure. Et à la fin, on a une sorte de chasse au trésor pour trouver des petits pins avec des personnages dessus. Et l'objectif, c'est de faire une certaine collection de ces personnages-là. Il y en a plein des dispositifs, en fait, c'est pas possible d'être exhaustif. Je l'ai déjà testé effectivement, Terra Aventura. Moi, je suis une grande fan du géocaching, des jeux de pistes, des chasses au trésor en tout genre. Je suis pire que mon gamin pour ça. Et c'est vrai que Terra Aventura, c'est hyper intéressant parce que sous le prétexte de la chasse au trésor qui est hyper motivante, on va dans du petit patrimoine qu'on n'aurait pas forcément regardé et qu'on va du coup découvrir avec un petit peu plus d'attention, et ça reste ludique. Je crois qu'il doit y avoir pas loin de peut-être 500, j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a des centaines de parcours, et il y a même d'ailleurs un guide que je mettrai en lien dans la description de l'épisode parce que je me rappelle pas de la référence là, mais un guide spécial Terra Aventura pour la Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, c'est une très très belle astuce, effectivement, d'aller chercher des applications, parce que c'est pareil pour la randonnée aussi, je pense à ça. Je fais une petite digression. Il y a aussi pas mal d'applis de randonnée hyper localisées. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à regarder. Et en fait, il y en a plus qu'on penserait. Effectivement, les destinations ne mettent pas toujours hyper en avant ces applis. Est-ce que vous auriez d'autres exemples de lieux où le numérique est particulièrement bien utilisé, où il y a une approche original qui pourrait justement donner envie aux auditeuristes d'aller les tester? Alors nous, notre expérience coup de cœur, on va dire, c'est la villa du temps retrouvé de Cabourg. On en a parlé dans notre épisode sur le patrimoine numérique parce qu'on a reçu les équipes qui ont fait le projet. Mais c'est vraiment, pour avoir fait l'expérience de la découverte du lieu, c'est une ancienne villa, donc Belle Époque. Donc Cabourg, c'est une station balnéaire en Normandie, pour resituer. Et en fait, il y a une très très forte influence de la Belle Époque, la station balnéaire, avec toute la population mondaine qui a été sur les côtes pour profiter des bienfaits de l'eau de mer. Il y a des villes qui se sont créées autour de ça, donc à Bourg. Et en fait, dans cette ancienne villa Belle Époque, ils ont vraiment créé une sorte d'écomusée presque, on pourrait l'appeler comme ça, sur la Belle Époque. Donc on va retrouver vraiment toutes les expériences de l'époque, les ambiances à l'intérieur. Ils ont vraiment recréé des bibliothèques, des salons avec les pianos, les fauteuils, etc. Et en fait, la double particularité de ce lieu, je dirais, c'est que déjà, les œuvres d'art affichées sont comme si elles étaient affichées chez vous. En fait, on est dans les fauteuils historiques, c'est vraiment des fauteuils anciens, dans lesquels on peut s'asseoir. On est entouré d'œuvres d'art absolument incroyables, et il y a vraiment déjà cette première expérience immersive dans le réel qui est extrême. À côté, on a des petits dispositifs numériques qui vont venir encore ajouter une couche, ce qui veut dire que par exemple, on va avoir à la place d'un tableau réel, on va avoir un tableau animé. On va avoir une planche avec, une table avec un jeu de cartes, et on va voir des gens jouer. Et du coup, en fait, ça va être le mobilier réel qui va se mêler au virtuel, et c'est absolument fou. On va avoir une cage à oiseaux réelle avec dedans une petite scénette d'un oiseau virtuellement. Et à côté, on a tout un espace dédié à Marcel Proust, où là, on va pouvoir aller, selon notre appétence avec le sujet, plus ou moins fouiller dans ses carnets d'écriture, dans son histoire, et avec une table tactile qui permet vraiment de choisir l'information qu'on a envie de trouver.
Vu qu'on est en Normandie, ça me fait penser aussi à une expérience que j'ai testée et que j'ai vraiment adorée en étant amatrice de podcasts. Je pense que je ne pouvais que aimer, puisqu'en fait, c'est une balade sonore. L'idée, c'est qu'on a un parapluie qui est connecté quelque part et qui va diffuser en fait dans un casque différents sons, différentes histoires au fur et à mesure qu'on se balade. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce dispositif-là, on est obligé de faire un peu toutes les étapes du parcours, ce qui pourrait être un frein quand on y pense, mais en fait, c'est ce qui rend l'expérience vraiment hyper immersive. Donc déjà, les bandes sonores sont hyper bien faites. On apprend l'histoire en fait de Ouistreham, l'histoire plutôt contemporaine. Oui, puis l'avantage du son, c'est qu'on n'a pas cette peur, entre guillemets, de faire écran avec le patrimoine, ce qui veut dire que souvent, quand on est avec une application ou avec une tablette tactile, on peut être tenté d'avoir le nez dedans et de moins observer ce qu'il y a autour. Avec le son, on a l'information, on a l'immersion et on a l'imagination aussi qui joue. Bon, comme j'en demande toujours un petit peu plus, est-ce que vous auriez un autre exemple là que vous aimeriez valoriser dans le podcast pour donner encore envie aux auditrices et aux auditeurs d'aller se balader en France? Et j'en ai un autre, mais c'est en Normandie aussi. Alors du coup, pourtant on n'est pas du tout de là-bas. Ah, c'est pas grave. Des fois, on parle que de la Bretagne. Bon, pour une fois, c'est la Normandie, c'est pas très grave. En Normandie, il y a un petit château qui s'appelle le château 2, à côté du Tréport et de Mers-les-Bains. Le dispositif numérique, il n'est pas extraordinaire en soi, si on s'arrête à ça, mais je trouve que il est l'exemple même d'un dispositif numérique qui a été utilisé de la bonne manière. Enfin, c'est un château où il y a plein de pièces, et qui parfois, quand il y a un peu de monde ou quoi, on a juste un panneau écrit devant chaque pièce pour expliquer l'ambiance, les décors, etc. Et ça peut être frustrant de tout s'agglutiner autour d'un petit panneau de texte pour lire les informations. Et donc là, on a une application qui s'appelle Guidigo, qui est un dispositif qui permet de créer ses propres circuits de visite dessus aussi. Et en fait, là, on va avoir la possibilité d'écouter avec le son, de lire l'information et aussi d'avoir un jeu. Et chaque étape du jeu nous apporte des énigmes et donc à collecter des pièces de puzzle qui amènent à répondre à une énigme plus grande à la fin. Et l'autre dispositif qui est là, là on va vraiment passer du tout au tout, c'est la saline royale d'Arc-et-Senans. Et en fait, cette saline royale, ils ont un projet qui s'appelle 180 degrés augmentés. Et là, en fait, ils ont utilisé un panel de dispositifs numériques. Il y a une salle immersive en réalité virtuelle. Il y a un histopad, donc c'est le même principe que dans le château de Blois. Là, on va pouvoir plonger en arrière dans les scènes de l'époque pour voir comment fonctionnait la saline à l'époque, avec les ouvriers, comment on faisait l'extraction du sel avec l'eau salée, etc. Mais en fait, voilà, ils ont mêlé le numérique de différentes manières avec le réel, parce on a tout le bâtiment qui est encore en l'état, et ça permet de venir compléter ce réel d'une manière hyper intéressante. La salle immersive, en fait, sa particularité, c'est qu'elle va pas venir nous raconter quelque chose sur la saline royale spécifiquement, mais elle va venir nous montrer tous les sites UNESCO qui sont plus ou moins en péril. Et donc, grâce au numérique, on va pouvoir voir les sites UNESCO aujourd'hui, partout dans le monde, et ce à quoi ils pouvaient ressembler à différentes époques. On voit très bien comment le numérique peut servir, donc montrer l'avant, l'après, mais aussi du coup servir à une certaine sauvegarde de ces sites patrimoniaux UNESCO. Et du coup, le fait que ce soit dans la saline royale qui est classée UNESCO, donc c'est ça le lien, on vient vraiment avoir d'une part la visite de la saline en tant que telle, mais aussi s'ouvrir à autre chose. J'avais un autre exemple que j'avais vraiment envie de mettre en avant et qui montre aussi que même dans des tout petits villages, on trouve des expériences qui sont vraiment très originales. C'est la Cénovision de Saint-Alban, donc dans le village de Saint-Alban. Une Cénovision, c'est un mélange entre un musée et du cinéma. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en fait, dans ce lieu particulier, qui vise à raconter l'histoire de ce village qui est particulier parce qu'il a un lien avec l'émergence de la psychiatrie en France, parce qu'il y avait un asile psychiatrique dans le village. Donc, vous voyez, l'histoire pas forcément très funky au premier abord, mais ils ont fait un lieu qui rend l'histoire du village complètement passionnante. En fait, on rentre déjà dans une première pièce avec un décor, donc on est comme dans un décor de cinéma, et il y a des projections en fait qui anime la pièce.
Il y a des bandes sonores qui expliquent aussi l'histoire notamment d'un facteur qui, à travers sa vie, raconte aussi l'histoire du village, mais de manière très très sensible, avec des anecdotes, etc. Et il y a plein de projections en fait dans tous les sens, ce qui fait qu'on a l'impression vraiment d'être comme dans le film. Et ensuite, il y a d'autres pièces aussi, pareil, où il y a des décors qui permettent de découvrir, pareil, le village, des objets, etc. Et une séance de cinéma très très atypique, puisqu'on est sur des anciens véhicules. Donc pour les enfants, je peux vous dire que là, ils sont complètement fascinés. Et là, en fait, on a des projections, pareil, de cinéma qui racontent l'histoire de la ville, mais c'est vraiment une expérience très atypique. J'ai jamais vu ce genre de dispositif ailleurs en France ou à l'étranger. Donc c'est en Lozère pour ceux qui veulent y aller, mais vous avez peut-être d'autres exemples un peu dans ce genre-là? Oui, tout à fait. Il y a aussi donc un musée, la Cénovision, c'est exactement pareil, hein, ça s'appelle la Cénovision de Bénévent-l'Abbaye. Et pour le coup, c'est en Creuse. Je vais pas réexpliquer puisque c'est exactement ce que tu as dit, mais c'est dans un petit village qui est porteur du label Petite Cité de Caractère. Et ce village est aussi situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, la Cénovision retrace l'ambiance et l'époque des paysans d'autrefois. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est vraiment tout public. Et pour le coup, là, on est, pour reprendre un peu la thématique du début du podcast, on est dans ces territoires ruraux où on tombe dans des dispositifs comme ça où on s'attend pas du tout à trouver. Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant de voir tous ces exemples-là. Bien sûr, il y en aurait plein d'autres, hein, on pourrait faire plein d'épisodes, mais justement, c'est ce que vous faites aussi dans votre podcast Paroles de patrimoine, où à chaque épisode, vous donnez des exemples très concrets. Et je pense que le maître mot, je pense qu'on l'a bien montré, c'est de pas se dire que les visites de patrimoine ou les visites de musées, que ce soit en milieu rural ou en ville, c'est barbant. Non, il y a plein d'expériences qui sont vraiment très très bien faites. Je ne sais pas s'il y a d'autres sites qui pourraient permettre de, compiler un peu ces initiatives intéressantes. Moi, j'aime bien trouver des outils comme ça qui compilent, qui facilitent. C'est un sujet qui est très à la mode et du coup en fait il y a pas mal de livres blancs. Il y a le livre blanc Heritech, il y a une 60aine de dispositifs, donc en fait au-delà de donner des idées de numérique, ça donne surtout des idées de destination. Il y a la Banque des territoires qui en a créé un aussi, donc en fait tout simplement si sur internet vous tapez livre blanc patrimoine numérique, ça vous sort des livres blancs, il doit y en avoir 3 ou 4. Eh ben super, c'est déjà pas mal. De toute manière, je mettrai toutes les ressources, les expériences qu'on a citées dans la description de l'épisode. Puis surtout, quand on hésite aussi à visiter un endroit, je pense que ça peut être bien d'aller sur le site internet tout simplement et de fouiller un peu et de voir déjà les ressources qui existent en ligne. Et en tout cas, Léa et Azélie, je vous remercie énormément. J'avoue que c'est un sujet sur lequel j'étais pas hyper à l'aise, donc je suis hyper contente de vous avoir eu comme ça. C'est beaucoup plus clair et beaucoup plus précis. Et puis, bien sûr, j'invite tous mes auditorices à aller vous écouter sur Paroles de patrimoine. Pareil, je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de continuer à nous faire rêver et aimer le patrimoine? C'est pas mal. C'est vraiment Voilà. super bien. Merci beaucoup. Et super, je vous souhaite une belle journée, un bon long week-end, parce qu'on enregistre quand même un jour férié, je tiens à le dire. Cet investissement que nous avons pour le patrimoine, dis donc. Sans fin. N'a pas de limite, voilà. Et très beau week-end à vous, et puis à très vite ici ou ailleurs.